Ah yes. Ok, c'était au clair de la lune. Maintenant qu'on a vérifié les cotes réelles de la dalle comparées aux cotes du plan, qui sont très bonnes, on va vérifier par rapport au mur. Alors pour commencer, on va débiter le mur est, qui est celui de la salle de bain. Celui-là, la menuiserie peut encore changer, donc pour l'instant on va pas le débiter. Celui-là aussi. Et ensuite on a le mur nord, ça c'est la cuisine, la salle de bain sera là, le mur est qu'on a vu tout à l'heure sera ici. Et là il y aura le salon et là la terrasse. Donc on va débiter le mur nord et le mur est en même temps pour minimiser les chutes. Et on va vérifier en fait l'impact du plan des cotes réelles sur nos murs pour être sûr qu'ils soient bons. Donc on a vu que la dalle était toute nickel comme ça en vue plan. Le seul impact que ma dalle pourrait avoir sur la modification de ce mur, c'est la largeur. Ma largeur n'est pas à changer, puis tout le reste du coup est ok. Donc ce mur il est ok pour débiter, les cotes sont bonnes. Pour le mur nord, toute la longueur de la dalle était bonne, on peut même le revérifier. Ici j'ai 533,7 sur toute la longueur de mon mur. Et sur ma dalle on a noté 533,7 en réalité en haut et même en bas. Ce qui va jouer, ça va être ces petites longueurs là, 224,4 de l'extrémité jusqu'au caisson de passage de roue. Et nous dans la réalité on a noté 229 jusque là, mais en fait mon caisson est jusqu'au nu là à gauche de cette solive. Donc 229 moins 4,5, 225, 224,5. 224,5. 224,4, donc on est bon. Et ensuite sur l'arrière de la Tiny jusqu'à son caisson on a 158,1 et nous on a mesuré dans la réalité 162,6 moins 4,5 qui est l'épaisseur d'un montant qui, voilà, c'est un petit détail, ça fait 162,1 moins 4, 158,1. 158,1. Ces cotes sont bonnes, la grande longueur est bonne, théoriquement cette largeur est bonne et il va falloir vérifier la hauteur qui va se poser sur notre caisson de passage de roue. Là on a 15,5 plus la lisse basse ici qui fait 4,5, ça fait 15, 19, 20 cm et nous on a mesuré que la hauteur de nos caissons faisait 20,1 voire 20,2 cm. Si j'ai 1 ou 2 mm en plus dans la réalité, quand on va poser le mur, ça pourrait peut-être nous embêter un petit peu, même si avec la pression des vis, je ne pense pas que ça changera grand chose. Malgré tout, on pourrait se dire, tiens, si mon caisson, au lieu de faire 20 cm comme ici sur mon plan, fait 20,1, peut-être que je peux rallonger tous mes petits montants là, de 1 ou 2 mm, pour être sûr de pouvoir se poser dessus. Ça veut dire qu'il va falloir que je modifie tous mes plans, mes 4 murs. Ça va changer toute la hauteur de ma Tiny de quelques millimètres, donc ça va changer aussi les murs de terrasse, ce genre de choses. Et là, vous êtes sûr de faire une erreur quelque part, donc le mieux c'est de rien changer. Et si je peux pas poser mes murs sur mon 20,1 au lieu du 20 cm, ce qui est dérisoire, hein, là on parle de 1 mm, on passera un coup de rabot sur les caissons de passage de roue qui sont là, et comme ça on pourra poser le mur sans problème. Hier on a assemblé le premier mur, fenêtre de la salle de bain, et là on va assembler un des grands. On va faire une petite retouche sur les tailles des ossatures pour être sûr de pas s'emmerder quand on va venir poser le mur sur la dalle. Cette lisse ici, NL2, et cette lisse ici, NL3, on va les réduire de 2 mm. Donc ça fait juste bouger ces deux petits montants là. Ça n'a aucun impact du coup sur le reste du plan. Quand on posera sur la remorque, on s'embêtera pas du tout à y faire rentrer sur les caissons de passage de roue. Et en même temps, 2 mm c'est pas énorme. Je pense que ça permettra de quand même rester bien collé à la structure et d'être bien solidaire. C'est parti, on va commencer à assembler notre premier grand mur. Chaque bout de bois est bien numéroté. Par exemple, lui j'ai NM1, N c'est nord, M c'est montant et 1 c'est parce que tout ça c'est des NM1, ceux-là sont des NM2, etc. Comme ça, en regardant un bois, je sais exactement sur quel mur il est, nord, est, ouest, sud. Si c'est un montant, si c'est une lisse, NL, si c'est une fenêtre, un linteau, ou une traverse basse là de la fenêtre, donc ce serait NF, etc. Pour la cotation, j'ai pris un point de départ, l'extrémité de ma lisse, et ensuite j'ai fait des cotations projetées, c'est-à-dire que de là à là j'ai 55,5 pour savoir où ce montant va s'introduire ici. Et pour le deuxième montant, j'ai pas pris la distance entre les deux. Pourquoi? Parce que du coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois je dois déplacer mon mètre, peut-être en ajoutant l'épaisseur de montant à chaque fois. Et puis surtout, si celui-là je l'ai décalé de 5 mm, celui-là je vais le décaler de 5 mm aussi. Je vais accumuler les erreurs. Si je suis en cotation projetée, je peux m'être trompé sur celui-là, les autres je ne reporterai pas les erreurs. Alors du coup, comment ça se passe en pratique? Déjà, l'implantation des montants, je vais pas la noter sur la tranche parce que mes montants ils vont venir là. Et du coup, si je l'ai noté sur la tranche, quand je vais placer mon montant, c'est-à-dire que je vais regarder par rapport à mon trait que j'ai fait sur ma tranche, peut y avoir une marge d'erreur, surtout que là c'est un peu chanfreiné. Donc ce que je fais, c'est que je les note bien sur le plat de mon bois, puisque c'est là où ils vont venir s'implanter mes montants. L'intérêt, c'est que hop, je mets mon mètre,
Et j'ai juste à prendre mes cotations. Donc la première elle est de 55,5. Je fais un petit trait. Souvent on a envie de faire comme ça. Finalement notre trait à la fin il fait 5 mm d'épais et on sait plus, on n'a plus de précision. Donc on est en one shot, on se fait confiance. Et on se fait soit un petit trait, soit un petit V comme ça, clac clac, et c'est la pointe qui compte. Ça peut être des fois plus pratique pour ceux qui tremblent un peu. Donc 55,5, 89,4, 115,5, 174 et la cote finale 234. J'en profite pour vérifier le bois. La cote est bonne. Et une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez ça allait super vite. Je peux tracer l'implantation de mes poteaux et ils vont être de ce côté de la ligne. Donc je fais une petite croix. Comme ça quand je positionne mon poteau, je sais qu'il sera de ce côté-là. Je fais pareil ici. Je fais pareil ici. Hop. Petite croix. Petite croix. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 poteaux. 1, 2, 3, 4. J'en ai oublié un. Je trouve mon petit trait là. Et voilà. Et de cette manière, tac, je vais pouvoir positionner mes poteaux super facilement. Voilà, petit point bricolage parce qu'on aimerait aussi que les vidéos elles touchent ceux qui ne savent pas bricoler, qui n'ont peut-être jamais touché une perceuse de leur vie. Donc j'aimerais beaucoup vulgariser un peu tout, sachant que je ne suis pas du tout un professionnel, donc c'est un peu comment moi je fais, comment moi j'essaye. On est sur les murs, c'est des montants en bois de 45-95, donc on est en millimètres et 95 mm de large comme ça. Donc 9,5 cm. Et les longueurs que j'avais, c'était des longueurs de 6 mètres. Toutes les scieries ne le font pas et l'intérêt, c'est que vous voyez, cette grande lisse là que j'ai là fait plus de 5,10 m en tout cas. Et souvent, les scieries s'arrêtent à 5,10 m en longueur. Donc le fait d'avoir une longueur de 6 mètres, ça me permet d'avoir quelque chose d'un seul tenant et d'avoir quelque chose de beaucoup plus structurel. Comme pour la dalle, la grande majorité de l'ossature elle est en épicéa, malheureusement traité, classe 2. Donc ça m'emmerde un peu ce truc jaune dégueu là, mais bon, c'est comme ça. Je travaille surélevé, vous voyez, je suis tout sur cale. Ça me permet de pouvoir passer ma main dessous, la visseuse elle peut passer dessous s'il y a besoin un moment, de la porter facilement et puis du coup de mettre tous mes bois en attente, ils passent dessous, ils ne me gênent pas. J'hésite pas à utiliser, par exemple un serre-joint m'a permis de venir déplacer ce montant facilement, de venir forcer sur le montant pour qu'il se positionne au bon endroit. Chose que j'aurais pas pu faire à la main ou alors j'aurais forcé avec ma main en même temps que juste de l'autre côté. J'aurais relâché un peu, quand ma vis aurait pris le bois, il n'aurait pas été au bon endroit. Voilà, on trouve les astuces pour travailler efficacement et proprement et sans trop se faire mal. On a deux perceuses visseuses, une Black & Decker, c'est plutôt une marque, c'est pas du matos de pro, hein. Elle a pas mal de jeux et tout. Et puis l'autre, une vieille Bosch. En fait, les batteries étaient simplement mortes. J'ai trouvé deux batteries sur internet et voilà, donc elle fait le taf. Ça, c'est une 12 volts. Celle-là, c'est une 18 volts, donc elle a plus de patates. C'est des batteries, franchement, ça, c'est un truc un peu bas de gamme et ça, c'est un vieux truc, mais ça fait le taf. Ça manque un peu de patates, mais ça suffit. Si on travaille proprement, l'épicéa, il est quand même assez tendre. Il y en a qui prendront des visseuses à choc. Donc en gros, ça fait des impulsions, si je dis pas de bêtises, et ça permet de visser plus facilement dans quelque chose de dur. Il y a deux écoles. Il y en a qui vont le prendre parce que c'est beaucoup plus facile. Maintenant, tu as plus de chances de faire éclater ton bois, d'abîmer tes vis. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, je préfère à la limite pré-percer plutôt que de forcer comme un bourrin avec quelque chose qui est à choc, mais c'est très personnel. Et après, les vis qu'on utilise pour la structure, pour l'instant, là, c'est du 5,90. Ça veut dire qu'elles font 5 mm de diamètre et 90 mm de long. C'est largement suffisant pour ce que ça doit faire. J'en aurai des plus épaisses, en 6 mm d'épais pour d'autres endroits, on les verra à ce moment-là. C'est fourni avec un embout Torx. Un embout Torx, c'est une espèce d'embout en étoile. Et puis ça va sur le porte-embout qui va dans la visseuse. Les vis sont autoforantes. Autoforantes, ça veut dire que du coup, il n'y a pas besoin de pré-percer le bois, ça limite l'éclatement. Ensuite, elles sont à filetage partiel. Vous voyez ici, il n'y a pas de filetage. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais venir mettre ma vis, celle-là va être prise dans le bois et cette partie, il n'y aura pas de prise, ça va juste glisser dans le bois. Et du coup, ça sera pris et ça glisse, donc ça vient bien tirer le bois contre celui-là. Sous la tête, là, il y a un petit relief. Et ça permet en fait que quand on visse, la tête s'enfonce bien dans le bois, elle dépasse pas. Ça vient un peu forer le bois, quoi. L'ossature des murs n'est pas encore terminée. Dans la prochaine vidéo, on va fabriquer nos contreventements. En attendant, pour pouvoir stocker les murs, on a mis des contreventements temporaires pour qu'ils ne se déforment pas pendant la manutention. D'abord, on vérifie l'équerrage, quitte à utiliser des centres de camion pour faire bouger la structure. Et une fois que les diagonales font la bonne longueur, on visse des tasseaux avec des vis pas trop grosses, juste histoire que ça tienne la route jusqu'à ce qu'on mette nos vrais contreventements.